Dernière rencontre avec le président Laurent Gbagbo par rapport à cet appel que vous lui lancez là sur le plateau d'Actu People.net et j'en suis très heureux. Est-ce que vous avez eu à lui dire ça? Non, là c'était dans un contexte de crise. On a posé vous savez, je vais vous faire une révélation. Quand j'ai rencontré le président Gbagbo Laurent, le lendemain, il y a une personnalité que je connais très bien qui m'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Non. Ah oui. Oui. Non. Oui. Wow. M'a appelé pour me dire on va te faire payer cette rencontre. Tu as commis une erreur en allant rencontrer le président Gbagbo. J'ai même un confrère qui est proche du régime qui m'a envoyé des messages qui m'a dit ils vont te faire payer ça. Vous voyez? Et donc, quand on a tout ça dans la tête, après on se pose des questions, on se dit mais est-ce que ce pays-là, on l'a battu sur des rapports où on se considère tous comme des Ivoiriens, ou bien là tu penses que parce qu'ils ont le pouvoir d'État, ils considèrent que les autres sont des ennemis, qu'on doit abattre systématiquement. Et je vous fais cette révélation-là aujourd'hui sur le plateau. Merci pour cette révélation exclusive, mais c'est tellement flagrant de savoir qu'aujourd'hui, pour des fréquentations, aujourd'hui, des menaces sont brandies. Ouais. J'ai vécu ça. C'est sans commentaire. On va avancer. Je ne vais pas en faire plus de commentaires que ça. On va parler du président Alassane Ouattara. Justement, est-ce que vous êtes en phase avec la stratégie du président Alassane Ouattara qui, depuis toutes ces années, n'a fait que museler, en tout cas, ses adversaires politiques? Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que l'un des péchés mignons du président Gbagbo Laurent, c'est qu'il a été trop humaniste. Hein? Il a gouverné le pays avec une certaine approche humaniste dans un contexte où il était en face de requins. Aujourd'hui, inspiré de cette situation, le LADP dirigé par le président Ouattara ne commet pas la même erreur. Ils se sont dit, on va mettre un point dans un gant de velours et avec ça, on va gérer la Côte d'Ivoire. Donc faire en sorte que, souvent les Ivoiriens caricaturent en disant que avec le président Gbagbo Laurent, le nageur venait jusqu'à attraper le pied du président Gbagbo Laurent. Avec le président Ouattara, dès que vous achetez le maillot de bain au marché, déjà on vous prend. Tout à fait. Les Ivoiriens caricaturés, c'est une très belle image. Lui voit le nageur, il voit le dos du nageur. L'autre, dès que tu portes le maillot de bain, voilà, lui te prend en même temps. C'est une question d'approche, de gouvernance. Si vous considérez que les questions de sécurité du pays sont primordiales, vous vous donnez les moyens de les traiter, ces questions-là. Si vous considérez que votre opposition est une menace pour votre pouvoir, vous commettez l'erreur en traitant l'opposition comme une menace. Parce que ça ne peut déboucher que sur l'isolement de ce régime-là et donc une partie du peuple qui se dirige contre vous. Sur les questions qui concernent la sécurité nationale, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de sentiment. On ne joue pas avec la sécurité nationale. Mais sur les questions qui concernent le fonctionnement des institutions par rapport à la démocratie, par rapport au jeu électoral, on n'a pas à avoir la main de fer. Il faut ouvrir le jeu. Et c'est parce que le jeu est ouvert qu'en réalité le pouvoir est stable. Parce que si vous construisez une dynamique dans laquelle les gens pensent que tout est verrouillé et que la seule solution, c'est d'user des moyens non démocratiques, votre pouvoir pendant 10 ans, pendant 20 ans, ne peut que se réduire de jour au lendemain. Et donc je pense que le président Ouattara peut être rigide sur les questions qui concernent la sécurité nationale, ça concerne tous les Ivoiriens, mais sur les rapports politiques, il faut de l'apaisement, il faut de l'ouverture, il faut de la réconciliation. C'est ce qui va faire que la Côte d'Ivoire va s'en sortir quand les grands vont prendre leur retraite. Parce qu'ils sortent de ce jeu-là, avec cette rigidité et cette stratification du peuple de Côte d'Ivoire, ceux qui vont venir après ne pourront pas gérer cet écosystème de frustration et ça va déboucher sur des violences. Est-ce que je voulais faire comme analyse? Je ne ferai pas de commentaires, mais vous avez parlé de sécurité nationale dans la gestion du pouvoir d'État, mais tout de même dans les alliances que le président Alassane Ouattara a pu tisser, on a vu le cas de l'appel de Daoukro. Et malheureusement, en 2015, où le président Henri Konan Bédié lance cet appel, et après, somme toute, il y avait, on va dire, une certaine alliance tacite qui devait voir le PDCI présenter un candidat en 2020, qui malheureusement n'a pas été le cas, et ça a mené à un boycott actif avec, je sais pas, la résistance. Il y a eu plein de remous en 2020. Est-ce que cette manière d'avoir fait ainsi avec son allié politique, avec le président Henri Konan Bédié, est-ce que ça devait être fait ainsi? Mais ce n'est que
j'allais dire, l'aboutissement des compromissions de la classe politique ivoirienne. Toutes les alliances qui sont tissées dans l'objectif de conserver ou de conquérir le pouvoir d'État au-dessus des intérêts du peuple de Côte d'Ivoire, au-dessus des intérêts de la Côte d'Ivoire elle-même. Le RADP a été conçu dans la logique de la conquête du pouvoir et sa gestion par les enfants du faux Boigny, entre guillemets. Mais évidemment, on sait tous que l'appel de Daoukro était un appel conditionné. On n'a pas le contenu des conditions, mais Bédié a dit que, au PDCI, on considère que l'appel de Daoukro avait pour aboutissement le fait qu'en 2020, le pouvoir revienne au PDCI. C'est pour ça que l'appel a été lancé, selon ce qu'on nous a expliqué. Après, on sait tous que en politique, c'est un acteur politique français qui le dit, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tout à fait. Bédié a cru aux promesses du RADP et il en a fait les frais. Je crois qu'il y a Laurent Donafologo qui dit aussi la même chose, qui est aussi dans la même assertion. Ouais. Les promesses politiques n'engagent que les personnes qui y croient. Mais voilà, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Le pouvoir ne se donne pas. On ne le transfère pas sur un plateau d'argent à quelqu'un d'autre. Surtout que l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire des rapports entre le PDCI et le RDR originel est tellement récente qu'on s'étonne que le président Bédié, qui est si sage, qui est si instruit, ait pu s'imaginer que le RDR allait lui remettre le pouvoir parce qu'ils ont formé le RADP. Peut-être pour moi, c'est une vraie politique. Dans la même dynamique, justement, le président Guillaume Soro, qui lui aujourd'hui malheureusement est en exil, a pensé lui aussi qu'il était le dauphin putatif du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que vous pensez aussi lui de sa démarche politique? Bon, là également, c'est le même schéma. C'est toujours les accords secrets entre acteurs politiques, entre quatre murs. Il paraît qu'il y a des témoins, mais ces témoins ne parlent jamais. Bon, c'est la même histoire. Il considère lui aussi qu'il a été trahi. Et par conséquent, il a demandé son indépendance. Évidemment, ça lui a attiré les ennuis que ça lui a attiré. Il faut espérer que, in fine, lui et son père, le président Ouattara, s'entendent et que pour la Côte d'Ivoire de demain, il puisse rentrer au pays, prendre sa part dans la construction du pays. Qu'est-ce que vous pensez de sa trajectoire politique, Guillaume Soro? Ce n'est pas une trajectoire que j'approuve personnellement. Moi, je considère que la nation doit être posée comme valeur absolue et que quelles que soient les incompréhensions qu'il peut y avoir entre nous, nous devons nous fixer des lignes rouges à ne pas franchir. La rébellion qu'ils ont faite, dans leur esprit, était dans un contexte de combat. Peut-être. Mais ce combat-là, par rapport aux intérêts de la Côte d'Ivoire, n'était pas un combat qui pouvait prospérer. La preuve aujourd'hui, je ne suis pas sûr que si c'était à refaire, Guillaume Soro referait la rébellion. Je ne suis pas sûr. Et donc, la trajectoire qu'il a choisie, sauf si le peuple de Côte d'Ivoire a une capacité réflexive assez forte pour transcender ce qui a été vécu, ce qu'il a vécu, je ne suis pas sûr que cela lui soit pardonné facilement. Et donc, la trajectoire n'était pas bonne et beaucoup d'erreurs ont été commises. Aujourd'hui, il traverse en quelque sorte le désert. Il faut espérer que tout ça lui permet de s'assagir et que demain, s'il a la possibilité de se racheter, il revienne en Côte d'Ivoire et qu'il participe à la construction d'un pays qui va être dans ses fondements unis. Et que quelles que soient les frustrations qui peuvent être celles d'une partie du peuple, on doit pouvoir comprendre qu'on ne doit pas basculer dans cette violence. Elle ne résout aucun problème, bien au contraire, elle en crée d'autres encore plus profonds qui font que le pays, finalement, ne se retrouve pas. Une rébellion, les conséquences se gèrent sur 50 ans. Un coup d'État, les conséquences se gèrent sur 30 ans. D'ailleurs, on est toujours en train de gérer les conséquences du coup d'État de 99. Donc, il faut que nous arrivions, tous les acteurs politiques, à comprendre que le pays n'appartient pas à un camp. Que le pays n'appartient pas à un parti politique, n'appartient pas à un groupe qui est au pouvoir. Que le pays est la propriété de chaque enfant ivoirien. Et par conséquent, c'est une mission qu'on nous assigne qui est limitée dans un temps, c'est un CDD. Et que quand ce terme arrive, on doit faire en sorte qu'il y ait une passation fluide du pouvoir parce que des enfants sont nés il y a 10 ans, il y a 15 ans, qu'il faut faire en sorte que dans 20 ans, ils vivent mieux que nous. Mais quand on considère le pouvoir comme un patrimoine personnel et qu'on patrimonialise l'État, qu'on privatise les institutions qui sont finalement au service d'un individu, au service d'un camp
ce pays-là, il ne tient que parce que vous maintenez une main de fer dessus. Le jour où le peuple a le sentiment qu'il y a une occasion pour s'exprimer, il sort. C'est ce qu'il faut éviter. Et donc, quand on gouverne, il faut parfois utiliser j'allais dire le marteau, mais pas derrière aussi, il faut mettre un peu de carottes pour qu'il y ait un certain équilibre pour ne pas qu'on bascule. Dans les différentes alliances nouées, jamais respectées, le président Tidjane Thiam disait dans une interview, il dit avoir été lésé par le président Alassane Ouattara alors qu'il l'avait rencontré et que le président Alassane Ouattara lui a dit qu'il ne se présenterait pas en 2025. C'est ce qui l'a amené, lui, à vouloir être candidat. Mais en quoi cela peut le léser, lui? Qu'un président dise qu'il ne sera pas candidat, en quoi cela peut le léser? Est-ce qu'il y a d'abord un accord pour partager le pays? Voilà, je ne vois pas pourquoi cela pourrait le léser. S'il veut être président de la Côte d'Ivoire, il s'en donne les moyens politiques. Il va sur le terrain, il se bat comme tout le monde, il contient le pays. Mais on ne dit pas comme l'autre. Il m'a dit qu'entre les 4 minutes qu'il ne sera pas président, ça veut dire que tout ce que le pouvoir doit m'échoir, et donc s'il me présente, ça tombe. Non. Le jeu politique est un jeu fait de déclarations qu'on fait au coin de l'oreille, mais qu'on ne tient pas forcément à respecter. Et donc, si celui qui s'accroche à ça, il se fout le doigt dans l'œil. Et donc, je ne sais pas pourquoi cela peut le léser. Il est le président du PDC, un parti majeur qui a bâti pratiquement la Côte d'Ivoire. Il a donc une légitimité historique à revendiquer, une opposition qui va construire et qui va conquérir le pouvoir. Qu'il se donne les moyens de se battre. Qu'il en assume les conséquences. C'est Jacques Chirac, non pas Chirac, c'est Sarkozy qui disait récemment, dans une interview que j'ai suivie, que j'ai trouvé très intéressante d'ailleurs, il disait que tous les acteurs politiques ont des ambitions. Tout le monde a une ambition. Ce qui fait la différence, c'est ceux qui sont capables d'accepter les conséquences de leurs ambitions. Vous ne pouvez pas être un acteur politique, avoir les ambitions de diriger un pays sans intégrer le fait que cette ambition-là peut avoir des conséquences graves. Donc il faut être prêt à les assumer. Si vous ne pouvez pas pas assumer cela, ce n'est pas possible. Et le même Sarkozy disait qu'aucune organisation politique ou de quelque nature que ce soit ne peut fonctionner sans une verticalité, sans un leadership qui est là, qui donne la direction et qui est prêt à subir les coups. Si vous n'êtes pas prêt à subir les coups, vous ne pouvez pas diriger. Vous ne pouvez pas être le leader. Parce que le leader, c'est parce qu'il rassure que le type est derrière lui. Mais si le leader ne veut pas assumer les conséquences de ses ambitions, ça ne prospère pas, ça ne marche pas. On en arrive à votre avenir politique, ce sera le dernier point. Votre avenir politique et votre stratégie pour diriger la Côte d'Ivoire. Mon avenir politique se dessine. Il se renforce chaque jour. Déjà, les combats que nous avons menés au point de vue social ont fait qu'aujourd'hui, on a une certaine pénétration dans le pays. Partout où on arrive en Côte d'Ivoire, plus ou moins les gens connaissent Saleh Timoko, c'est déjà un avantage. On a construit un mouvement politique pour pouvoir structurer cet avenir politique-là avec d'autres Ivoiriens. On en a fait un mouvement, pas un parti politique, parce qu'on ne veut pas avoir des fonctionnements pyramidal. Parce qu'on n'a pas le pouvoir. On veut faire en sorte que les Ivoiriens qui sont dans tous les camps, qui sont déçus de cette façon, de cette façon dont la politique a été faite en Côte d'Ivoire depuis 33 ans, se disent on peut faire autrement. Et pour faire autrement, il faut qu'on passe sur de nouvelles bases, avec des gens qui n'ont pas été impliqués dans le drame et qui peuvent poser de nouveaux principes. C'est pour ça qu'on a construit ADCI de cette façon-là. Quand on dit aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, en fait, on pose l'État, la gestion de l'État comme une gestion durable. Comment faire pour que les besoins des générations actuelles soient satisfaits sans qu'on abîme la capacité des autres qui vont venir après nous à satisfaire leurs besoins. Donc quand on gère un État, en réalité, on se projette sur 20 ans, sur 30 ans, sur 40 ans. Quand vous parcourez les grandes nations qui sont développées aujourd'hui, à des moments précis, ils se sont dit, écoutez, on a tergiversé pendant des années. Voilà l'écosystème de tout ce qu'on a fait qui n'a pas fonctionné.